Bien, bonjour, c'est Patrick et je commence en fait cette série de podcasts sur la créativité. Alors je vais te dire un petit peu dans quel état d'esprit en fait j'ai envie de réaliser cette série de podcasts. J'en bafouille. Ça fait à peu près 3-4 jours en fait que je travaille sur des textes autour de cette notion de créativité. J'ai parlé des valeurs, j'ai parlé de la précision et du flou, j'ai parlé de la confusion, j'ai parlé de la lucidité. Ce sont autant de mots en fait qui forment un petit peu la galaxie dans laquelle moi je me retrouve concernant pour aborder en fait cette notion de créativité. Alors qu'est-ce que c'est que la créativité ? Donc moi je suis peintre et ça fait une vingtaine d'années que j'en vivote plus ou moins et je donne des cours de dessin et de peinture. C'est surtout par cette activité en fait que j'arrive à vivre, parce que la vente de tableaux c'est très aléatoire et ça donne pas un revenu fixe régulier. Donc en fait cette série de podcasts, j'arrive pas à dire podcast, c'est quand même inquiétant, cette série de podcasts sur la créativité, elle vient en fait de mes cours en premier lieu, parce que j'ai un certain nombre de personnes qui sont venues me trouver avec des fois 10 ans, 15 ans de peinture à l'huile souvent, et puis qui me disent, ben voilà, j'ai un bon niveau en technique, le problème c'est que j'ai fait que reproduire en fait des tableaux qui existaient déjà. J'ai reproduit des photographies que j'avais même pas prises moi-même. Et donc ce que je cherche maintenant, c'est à développer ma créativité. Donc du coup, cette histoire de créativité, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis déjà longtemps, parce que ma pédagogie est pratiquement basée que là-dessus. Évidemment qu'on apprend aussi des techniques de peinture, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi passer à quelque chose de plus personnel que de copier en fait des tableaux, des œuvres de maître ou des photographies. Je pense que c'est bien de passer de passer à l'étape de sa propre créativité. Alors, pour résumer la créativité, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui impacte le monde. Alors, impacte le monde, attention, c'est pas impacté jusqu'en Chine forcément, hein. Ça peut être le monde, ça peut être simplement ton cercle d'amis, ton cercle de personnes que tu connais tout autour de toi. Impacter le monde, à partir du moment où tu impactes 2-3 personnes, c'est déjà énorme, tu comprends ? Voilà, impacter le monde, si on remet ça un petit peu à plat, c'est avoir une action en fait sur ton cercle proche ou moins proche, peu importe. Mais déjà, ça commence par ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu présentes quelque chose, une peinture ou un dessin, que les gens ne s'attendent pas à trouver, et puis qui leur procure une émotion. Voilà, peut-être qu'il va les mettre en joie, peut-être qu'il va les inciter, peut-être même à peindre ou à dessiner, va savoir d'un seul coup, tu t'imagines, parce que toi tu as fait un dessin que quelqu'un a vu, tu vas lui avoir donné envie de dessiner, et peut-être que cette personne va devenir un artiste 10 fois plus reconnu que moi, voilà par exemple. Et ça, je trouve ça fantastique. Donc la créativité, c'est avant tout impacter le monde. C'est pas si compliqué que ça, si on résume. C'est arriver à faire passer des émotions, à faire passer une envie, un désir qui part de toi et qui va à quelqu'un d'autre. Alors pour ça, il y a plein de chemins différents. Et pour te citer une anecdote, j'avais été désigné comme parrain en fait pour la fille en fait de mon beau-fils, voilà. Et donc on a fait un baptême. On appelle ça un baptême civil. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de curé, c'est le maire en fait
qui baptise entre guillemets l'enfant. Et puis donc en tant que parrain, j'avais un discours à faire. Alors je m'étais pris la tête pour faire un discours, mais bon, pour une petite fille qui avait à l'époque, je crois, 3 ans ou 4 ans, à quoi ça servait de faire un discours sur 4 pages, quoi. Ça servait absolument à rien, sinon à amuser un peu la galerie. Donc la seule chose que j'ai pu dire, en fait, quand je me suis retrouvé sur l'estrade, j'ai abandonné carrément cette histoire de discours et j'ai dit qu'une seule chose, j'ai dit, écoute, il y a qu'une seule chose que je peux te dire, c'est écoute ton cœur. Et en le disant, j'ai trouvé que c'était la chose la plus juste à dire à quelqu'un, en fait, qui rentrait dans le monde, qui rentrait dans la vie. Voilà, c'est écoute ton cœur. Alors, c'est souvent lié à ça, la créativité, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va permettre de réunir en fait tous les morceaux éparses d'une connaissance, parce qu'il faut évidemment une connaissance au départ. Qu'est-ce qui va te pousser en fait à chercher plein de solutions divergentes en fait par rapport à un objectif. Qu'est-ce qui va ensuite te faire réunir en fait tout ce que tu as découvert avec cette entre guillemets cette pensée divergente. Il va falloir qu'elle soit convergente après, et ce qui rend les choses convergentes en art, c'est l'émotion et c'est le cœur, c'est pas la pensée. Voilà. Sinon on rentre dans un art assez froid qui en ce qui me concerne me touche pas trop, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose qui me touche. Alors c'est compliqué parce que on oscille entre deux pôles de manière permanente, qui sont la confusion et la lucidité. Donc la confusion, si tu veux, il y a à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs, c'est-à-dire que la confusion, comme tu sais plus vraiment le relief, hein, c'est-à-dire tout est un peu mélangé, tu sais plus ce qui est bien, ce qui est pas bien, quand tu fais un tableau, hein, je parle. Et même quand tu penses à ta peinture, quand tu penses à qu'est-ce que tu vas peindre, etc., tu vois, tu peux te poser ces questions en te disant, non, je sais pas vraiment sur quoi m'appuyer, en fait, pour libérer mes émotions. Alors, tu es dans cet état de confusion. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est de laisser faire le hasard. Alors, ça, c'est le côté positif des choses, c'est-à-dire que tu t'en remets au hasard. Et au début, je faisais ça, mais je mettais beaucoup de temps pour réaliser mes tableaux parce que je les reprenais, ça se cassait la figure, fallait recommencer, etc. C'est-à-dire que tant que j'avais pas cette sensation en fait d'équilibre, je passais un temps fou en fait à construire mes tableaux en partant à partir du hasard, quoi. En partant du hasard. Alors, ce qui était bien, c'est que souvent, ça devenait une catastrophe, c'est-à-dire que ça avait ni queue ni tête, comme on dit, et les couleurs tombaient les unes sur les autres dans une espèce de boue, surtout quand on travaille à l'huile, tu vois, si on ne respecte pas des temps de séchage. Il n'y avait pas de sujet particulier, c'était des formes un petit peu chaotiques. Et donc ça m'emmenait à une espèce de catastrophe. Et quelque part, cette catastrophe, elle m'attirait autant qu'elle me faisait peur. Je m'explique là-dessus. C'est-à-dire que j'avais découvert quand même que si je m'accrochais, si j'arrivais à bien observer ce qui se passait dans la catastrophe, à retravailler un petit peu dessus, à réussir à trouver des plans, par exemple, à peut-être moins mettre de couleurs, à resserrer en fait une gamme de couleurs, et d'un seul coup la catastrophe ouvrait une espèce de porte sur un univers qui tenait la route, quoi, en fait. Voilà. Donc tu vois, on peut partir d'une confusion comme ça, et puis donc on finit par accepter de collaborer en fait avec le hasard. On tombe sur une catastrophe et puis soudain on est surpris de ce qui se passe si on s'accroche un peu et qu'on va au-delà de la catastrophe. Voilà. Mais on a quand même une impression
un petit goût amer en finalité, c'est qu'on n'est pas totalement maître de son œuvre, puisqu'on s'en remet au hasard. Donc il y a une notion en fait de maîtrise. Ah, attends, j'ai mon chat qui demande à sortir, donc je fais une petite pause et puis je vais ouvrir la porte. Voilà, le chat est sorti, je reviens. Donc j'en étais à cette porte en fait que la catastrophe permet d'ouvrir si on la surmonte, hein, c'est-à-dire si on reste calme vis-à-vis de cette catastrophe, si on part du principe aussi que c'est quelque chose de normal. C'est normal parce que du coup, le hasard, si tu veux, au sein de cette confusion dans laquelle on est, eh ben, elle peut t'apporter que cette catastrophe finalement. Et à quoi ça sert en fait cette catastrophe? C'est à gommer en fait toutes les intentions de clichés sur lesquels tu pourrais te jeter aussitôt qu'elles apparaissent. Moi, je vois mes élèves, par exemple, des fois, ils font des grandes toiles d'1 mètre par 1 mètre, et puis dans un petit coin de la toile, par exemple, apparaît une forme qui a l'air d'un personnage ou je ne sais quoi, et ils vont tourner autour de ce petit détail, en fait, d'un tableau immense, et puis ça va les bloquer parce que soudain, il y a une idée qui a surgi. Il y a un cliché en fait qui a surgi parce que ce personnage, s'ils l'ont découvert, c'est que souvent ils l'ont vu ailleurs, dans leur mémoire ou sur d'autres tableaux peut-être. Voilà. Donc il y a une espèce de jeu comme ça entre la mémoire qui n'arrête pas de déverser en fait des clichés, quoi. Hein. Voilà, des souvenirs. Et puis une volonté du peintre, enfin la mienne en tous les cas, parce que celle de mes élèves c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que eux ils se font encore un peu hypnotiser par ce cliché qui apparaît d'un seul coup sur leur tableau. Mais en ce qui me concerne, je suis assez vigilant là-dessus, c'est-à-dire que je me laisse pas berner par cette histoire d'apparition comme ça soudaine sur un tableau. Il y a un mûrissement en fait de la toile, c'est-à-dire que je prends de la distance. J'évite de regarder si je vois quelque chose de trop évident. Et puis, alors ce que j'aime bien faire, c'est que je tourne le tableau dans l'autre sens, comme ça me donne une autre lecture complètement, en fait, ce qui est apparu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour la confusion. C'est un état dans lequel moi, je me retrouve régulièrement, parce que je pense que j'en ai besoin. Et puis, il y a un autre état qui est tout aussi ambigu, si je puis dire, parce qu'il contient autant de positifs que de négatifs, et c'est un état de lucidité. Voilà. Alors, dans l'état de lucidité, si tu veux, il peut se dérouler un tas de choses complètement contradictoires. La lucidité, tu as l'impression de maîtriser complètement en fait ton sujet, tu maîtrises tout de A à Z, et en même temps, il y a quelque chose qui se pointe et qui ressemble à de l'aquabon, si tu veux. C'est-à-dire à quoi bon faire ce tableau, puisqu'il est déjà réalisé dans ma tête complètement, et de toute façon, ça sera un cliché. Alors ça, c'est quand je suis pas bien content en fait de mes fins de mois, et que je commence à réfléchir en fait sur le sens de ma peinture, et que je me dis j'ai pas fait de vente par exemple ce mois-ci, peut-être qu'il faudrait que j'agisse d'une certaine manière pour en faire plus. Et là je me compromets quelque part parce que enfin je compromets pas moi, mais je compromets tout ce que je mets en fait depuis des années dans la peinture, c'est-à-dire je risque à ce moment-là de glisser dans une peinture qu'on appelle une peinture commerciale. Donc une peinture commerciale, c'est quoi? C'est une peinture où tout le monde est bien satisfait de retrouver en fait ce qu'il attend, et puis qui n'est pas surpris par ce qu'on voit dessus, et puis qui est plaisant, qui est même beau, parce que on utilise souvent ce terme-là. Ah, c'est beau, puis ça s'arrête là, voilà. Donc, mais par contre, ce genre de tableau se vend facilement. En examinant un petit peu le marché, et puis en discutant avec d'autres peintres, il y a des gens
qui se prennent pas la tête, ils font une série de tableaux sur la mer, ils partent dans le sud et puis ils vendent tout aux touristes. Voilà, et puis ils peuvent passer des vacances peinardes. C'est pas mon éthique, hein, parce que je pense que j'ai une éthique quand même. Alors, soit c'est une éthique, soit c'est une obstination. Appelle ça comme tu veux. Mais je considère qu'on peut pas trahir, en fait, comment appeler ça c'est une forme de contrat, en fait, qu'on a fait avec soi ou avec la peinture, j'en sais. Il y a un contrat, si tu veux, et tu sais très bien que si jamais tu dérapes, eh ben, c'en est fini. Ça risque de finir complètement dans l'irrémédiable, quoi, en fait. Si tu commences à t'attacher comme ça, à faire des tableaux commerciaux et puis à vouloir les vendre à tour de bras, t'es plus un commerçant après, j'ai rien contre les commerçants, mais t'es plus un commerçant, en fait, qu'un peintre, quoi, voilà. Donc, parce qu'il y a quand même quelque chose d'infiniment important pour moi dans la peinture, et ça, j'ai mis un moment avant de me l'avouer, c'est que le seul maître véritable que j'ai trouvé dans la vie, c'est ma peinture. C'est-à-dire, c'est elle qui m'apprend tout, pratiquement, de ce que je peux voir à l'extérieur. Sans la peinture, sans cette peinture-là, du moins, je pense que je serais à terre, quoi. J'aurais pas d'énergie, j'aurais pas de curiosité, j'aurais pas de... Voilà. Donc pour moi, c'est important de respecter le contrat que j'ai passé avec moi-même ou avec la peinture pour rester en fait sur cette ligne-là. Donc c'est pour ça que souvent j'oscille entre ces deux pôles qui sont la confusion et la lucidité. Alors ça peut paraître un petit peu romantique comme personnage. Là, je suis en train de... Mais moi, je me l'avoue clairement, il y a un côté un peu héroïque dans le sens où cette sensibilité, je ne l'ai pas demandé, elle m'est tombée dessus quand j'étais gamin. Et puis j'ai dû faire avec, et la seule solution que j'ai pu trouver, c'est de pouvoir créer, en fait, pour la laisser en fait s'exprimer. Voilà, donc après il y a certainement, si j'avais fait une analyse véritablement auprès d'un psy, peut-être que j'aurais eu une vie complètement différente. Mais bon, la vie a fait que je n'ai pas eu besoin de passer par une analyse, puisque j'ai rencontré en fait la peinture, et la peinture, à mon sens, est une analyse aussi puissante que si j'avais été m'allonger sur un divan, parce qu'elle ne fait pas de quartier, en fait, hein, cette peinture. Elle est assez intransigeante quand vraiment elle me pousse aussi bien dans ces deux pôles, la confusion et puis l'extrême lucidité parfois. C'est à moi de trouver en fait le juste milieu systématiquement, d'après le retour en fait que je perçois, quoi. Donc en fait cette peinture, elle me permet de me stabiliser tout simplement entre la confusion et la lucidité. Alors quel rapport avec la créativité ? Eh ben moi j'en vois de nombreux, parce que en fin de compte, si je reprends un petit peu ce personnage entre guillemets héroïque, le personnage du héros, en fait, c'est le personnage qui agit dans toute l'histoire des contes de fées et des légendes. Il y a toujours le roi qui dit « il y a un truc qui va pas, il me faut un héros ». Il trouve un héros, et puis le héros, c'est lui qui va au charbon, quoi. Et sur la route, le héros rencontre des alliés, quoi, en fait. Hein, ça peut être... un ami d'un seul coup, un compagnon qui arrive, et puis qui va être l'incarnation en fait d'un certain nombre de ressources. Ça peut être une fée, ça peut être une divinité quelconque, un personnage qui d'un seul coup va faire prendre conscience au héros qu'il possède en fait des compétences qu'il ignorait jusque-là. Et grâce à ces compétences ignorées, donc on revient bien à cette histoire en fait de surprise dont je parlais dans la confusion, hein, c'est-à-dire qu'il faut accepter, si tu veux, de se jeter dans le chaos, dans la confusion,
de manière à pouvoir aller chercher des ressources. Des ressources nouvelles, quoi, en fait. Voilà, Alors, cette histoire-là de se jeter dans la confusion, si tu veux, ça me rappelle une, euh, une histoire que j'avais lue, tu vois, sur les Indiens. Alors, je sais plus dans quel pays c'est, ça doit être en Amazonie, peut-être, tu vois. Alors, quand une femme est enceinte, eh ben, son mari doit se tirer, en fait, dans la jungle pendant un certain nombre de jours, et puis donc il part comme ça, sans grand chose. Et s'il revient en vie, en fait, ben, c'est que du coup, l'équilibre du monde, en fait, est redevenu correct, parce qu'ils partent du principe que mettre un enfant au monde, c'est déséquilibrer le monde. Donc tu vois un petit peu j'ai rien inventé en fait. Hein. Toutes ces choses-là, elles sont là depuis la nuit des temps. Accepter la confusion, c'est accepter le chaos, accepter l'imprévisible, accepter qu'on ne sait rien. Alors il y a cette notion aussi de la connaissance, si tu veux. Dans la créativité, je vois beaucoup de gens qui, en fait, ça depuis des années. Hein. Avant, j'étais photographe et je voyais des gens qui limaient leur passe-vue, si tu veux, pour faire des belles photos. Tu sais, le passe-vue, c'est sur l'agrandisseur, là, la petite fenêtre qu'on met pour installer le négatif. Et donc, la seule chose qui préoccupait les gens, c'était que, en fait, ils aient le petit liseré noir autour de leur photographie, parce que Cartier-Bresson, le grand photographe Cartier-Bresson, avait lancé cette mode-là pour prouver en fait qu'il ne recadrait pas ses photos au tirage. Donc du coup, les gens s'intéressaient beaucoup plus à ce liseré noir en fait qu'à la photographie en elle-même. Et donc, voilà comment on peut se leurrer avec la connaissance. Et c'est pareil en peinture. Si tu achètes des tubes de peinture de différentes marques, toutes les couleurs, etc., tu vas accumuler comme ça un paquet de peintures qui te servira probablement pas à grand-chose sur l'ensemble de tous ces tubes. Peut-être qu'il va y en avoir 3 ou 4 que tu vas utiliser régulièrement, et puis les autres, ils vont finir par sécher. Donc tu vois, accumuler de la connaissance pour accumuler de la connaissance, ça sert pas à grand-chose. Par contre, accumuler de la connaissance dans un but, si tu t'intéresses par exemple, je sais pas moi, aux natures mortes, si tu t'intéresses au paysage, si tu t'intéresses au portrait, à ce moment-là, accumule de la connaissance sur ce domaine-là, sur le domaine que tu choisis, et puis à un moment donné, arrête-toi. Arrête-toi pour faire le point en te disant bah, qu'est-ce que j'aime dans tout ça, qu'est-ce que j'aime moins dans tout ça, et puis fais des sélections, regarde comment les gens s'y sont pris pour créer un portrait par exemple, et puis commence-toi à fabriquer tes propres portraits avec ta manière à toi, avec ce que tu ressens, ce que tu éprouves, de manière à chercher peut-être différentes manières de réaliser des portraits, mais qui t'appartiennent à toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là où je parle de pensée divergente, c'est-à-dire trouver des solutions en fait différentes que celles qui existent déjà, parce que celles qui existent déjà, on les connaît. Mais si toi, d'un seul coup, tu apportes peut-être un raccourci pour faire un visage, si tu trouves un processus peut-être pour faire un visage en 5 minutes, j'en sais rien, tu vois, du coup, tu vas peu à peu, tu vas construire quelque chose de personnel. Et c'est ça qui va impacter le monde. C'est cette manière d'être créatif qui va impacter le monde. Moi, je sais par exemple que j'ai un processus pour fabriquer des visages. Ça prend pas plus de 10 minutes en fait pour mettre un visage en place avec les ombres, les lumières, etc. Je sais pas si tu suis ma chaîne YouTube. Je crois que j'en ai une ou deux des vidéos comme ça, mais si tu vas voir sur mon site, il y a des portraits, enfin pas des portraits, des visages qui ont été réalisés, parce que moi je pars toujours de choses qui n'existent pas, de l'imaginaire. Et tu verras que j'ai des manières de peindre des visages qui me sont propres, avec le temps, avec l'habitude, avec l'obstination. Voilà, j'ai trouvé en fait une manière de réaliser des visages qui n'appartient qu'à moi. Voilà.
voilà, donc la connaissance, faire des tests, essayer plein de choses. En fait, quand on essaye plein de choses, si tu veux, on a l'impression des fois, enfin vu de l'extérieur, hein, les gens qui nous regardent de l'extérieur quand on essaye plein de choses, ils disent mais il perd son temps ce gars-là, quoi. Mais non, il faut considérer que le temps c'est une monnaie particulière. Il y a des gens qui ont de l'argent, ben, ils vont employer des personnes pour chercher des pistes, pour créer un produit, j'en sais rien. Toi, tu n'as que le temps en fait comme monnaie, donc ben, tu l'utilises comme tu as envie de l'utiliser. Si tu as besoin, par exemple, de perdre, je sais pas moi, un an à chercher différentes manières de réaliser un portrait jusqu'à ce que tu trouves celle qui te convient le mieux, qui est peut-être la plus efficace, qui est peut-être celle qui impacte le plus les gens à chaque fois que tu montres tes portraits, bah là, il faut faire attention parce que tu es à la limite du commercial. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire? D'un seul coup, tu as trouvé quelque chose, tu as trouvé une méthode, tu es créatif, hein, voilà, dans ce cas-là. C'est pas plus compliqué que ça, et ça impacte les gens. C'est-à-dire que quelqu'un va venir te voir peut-être en te disant mais est-ce que tu veux m'apprendre à peindre comme ça? J'ai envie d'apprendre à faire des portraits comme ça. Et puis voilà, c'est déjà énorme ça, tu vois. Faut pas aller chercher midi à 14h. Souvent, l'art, c'est quelque chose qui est tellement élitiste encore dans la tête des gens que je crois qu'il faut sortir de cette idée-là. L'art, c'est pour tout le monde. On est tous des artistes potentiellement. On a tous cette possibilité de créer. On a tous cette possibilité de rentrer dans la confusion et dans la lucidité suivant l'humeur qu'on a, suivant les relations qu'on a avec les gens, etc. Et surtout, ce qu'il faut, c'est pas se dire bah non, moi je n'y arriverai jamais, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un créatif, etc. C'est complètement faux. En fait, tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir, tu vois. C'est ce que je dis souvent aux gens, hein. Les gens qui arrivent ici, qui me disent bah je suis perdu, je sais pas quoi faire, etc. C'est vrai que mon rôle de prof, c'est de les débloquer à ce moment-là. Peut-être que c'est même le rôle principal en fait du prof, en dehors de tout enseignement technique, c'est d'arriver à un moment donné à dire à l'élève bah écoute, t'es bloqué, ok, mais regarde, tu as une solution pour te débloquer, voilà, c'est tout. En fait, ça sert à ça, un prof, hein, c'est tout. Donc la créativité, c'est vraiment un domaine sur lequel j'ai envie de travailler, et puis peut-être aussi de fournir des plans, des patterns, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des choses simples, hein, si tu veux, que tu peux suivre la lettre. Ça demande simplement que tu oses passer, en fait, à chaque fois à l'action, c'est-à-dire que quand je te dis fais un truc, bah tu le fais, voilà, c'est tout. Et ça va te permettre en fait d'intégrer en fait ces schémas, ces patterns de plus en plus, jusqu'à ce que c'est comme quand on conduit une voiture. Hein. Au début, c'est compliqué de passer une vitesse en même temps qu'embrayer, et puis après, bon, on s'en fiche. Hein, on se rend même pas compte en fait du parcours qu'on a fait en voiture. Hein. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur ce premier, un peu une introduction à la créativité, ce qui me motive en fait pour réaliser en fait ces podcasts. Et puis tiens, j'arrive à bien le dire là, super. Et puis, eh bien écoute, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce qu'on t'entendra cette émission. Et puis je te donne rendez-vous pour la prochaine très bientôt. Merci, au revoir.